Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Kuchisake Onna vs Kashima-san 2. Minasan konnichiwa, perfectium des. À l'heure où j'enregistre, nous sommes la veille d'Halloween et il me semble donc approprié de parler d'un film d'horreur japonais mettant en scène non pas un, mais deux monstres. Car oui, il n'y a pas que les Américains qui font des crossovers réunissant les grandes figures de films d'horreur tels que Alien vs Predator ou Freddy vs Jason. Les Japonais le font aussi, et celui qui nous intéresse aujourd'hui réunit Kuchisake Onna et Kashima-san. Bon, je vais pas m'attarder longtemps sur Kashima-san, puisque c'est un autre nom de Teke Teke, qu'on avait déjà vu dans une de mes premières émissions, et qui est le fantôme d'une femme coupée en deux par un train. On peut donc dire qu'à cause de ce train, elle n'a plus d'arrière-train. Merci de ton aide, Diana. En revanche, je n'ai encore jamais parlé de Kuchisake Onna, qui est quand même une des légendes urbaines les plus célèbres du Japon. Il s'agit d'une femme dissimulant le bas de son visage sous un masque, ce qui est assez courant au Japon à cause des allergies, et qui aborde les gens en leur demandant « Est-ce que je suis belle ?» S'ils répondent oui, elle retire son masque, révélant une bouche fendue jusqu'aux deux oreilles, et demande « Même comme ça ?» Si vous répondez non, il nous bute, hein? Et si vous répondez oui, selon les versions, soit il nous rebute, soit elle vous découpe la bouche pour que vous ayez la même tronche. Parlez d'un choix. Le seul moyen de vous en sortir, c'est de lui dire qu'elle est quelconque, là elle bug, et vous en profitez pour vous barrer. Sinon, il a pas dit. Le deuxième film, Les Opposants, a pour particularité de répondre à deux critères qui justifient généralement mon choix d'un film. Le premier, c'est le concept. Deux monstres de légende urbaine japonaise qui s'affrontent, prenez tout mon argent. Et si en plus le film comporte une actrice que j'aime bien, là, prenez aussi mon rein. En l'occurrence, il s'agit de Reika Saki qui joue le rôle de Kashima-san, et franchement, l'équipe maquillage du film mériterait un Oscar pour avoir réussi à rendre effrayante une des femmes les plus adorables du monde. Oh, regardez-moi sourire et osez prétendre que vous craquez pas. Faut juste éviter de la croiser sur un ring. En effet, après avoir été kickboxeuse amatrice et bodybuildeuse, et animatrice des matchs de catch au sein du groupe Cheer One, Reika Saki décida de devenir catcheuse, débutant le 30 mars 2016 en même temps qu'Anna Kimura, et comme elles avaient été leurs premières adversaires respectives, les bookers firent d'elles des rivales qui s'affrontaient régulièrement dans des matchs remportés tantôt par l'une, tantôt par l'autre, et malheureusement la carrière et la vie d'Anna prirent fin tragiquement le 23 mai 2020 quand elle se suicida après avoir été victime de cyberharcèlement, apparemment suite à une engueulade avec un autre participant qui avait accidentellement abîmé une de ses tenues dans l'émission de télé-réalité Terrace House. Attendez, vous avez poussé une femme au suicide parce qu'elle s'est engueulée avec quelqu'un? Non mais vous êtes con ou quoi? Bon, une consolation, il y a au moins deux de ces connards qui ont été retrouvés et condamnés pour ça. Bien fait pour leur gueule. Pour en revenir à Reika, malgré une carrière sur le ring relativement courte comme nous allons le voir, elle devint rapidement extrêmement populaire, compensant sa petite taille, 1m50, par sa force physique, tandis que son charisme et son humour faisaient le reste. Plusieurs de ses matchs étaient ainsi qualifiés de main events, et elle remporta 3 titres au cours de sa carrière. Celui de Tokyo Princess of Princess Champion, qu'elle remporta le 26 août 2017 contre Yuka Sakazaki, qu'elle avait déjà battu le mois précédent lors de la finale du Tokyo Princess Cup 2017. Elle lui a donc ravi successivement un prix et un titre. D'ailleurs à ce sujet... Je crois qu'elle lui en veut un peu. Elle finira par perdre ce titre en 2018 contre Miyu Yamashita. En même temps, le match avait eu lieu le 4 janvier et c'est pas une date qui lui porte chance. Puisque le 4 janvier de l'année suivante, elle affrontera la vétérane Meiko Satomura qui lui infligera la défaite la plus écrasante de sa carrière. Sérieusement, elle a pris tellement cher ce soir-là qu'elle devait être à découvert à la fin du match.
Le 3 mai 2018, elle remporte le Tokyo Princess Tag Team Champion en duo avec Marika Kobashi, avec qui elle forme les Muscle JK Striker, contre les Neo Bishikigun. Malheureusement, sa partenaire sera ensuite blessée et ne pourra plus défendre le titre, qui sera donc remis en jeu, et Reika, associée cette fois à Maki Ito, échouera à le reconquérir le 25 août 2018 dans un match l'opposant à Mizuki et Yuka Sakazaki. Ah, décidément, ces deux-là, on peut pas les laisser ensemble 5 minutes sans qu'elles se chamaillent. Et enfin, le 14 août 2019, elle remporta le titre d'AWG championne contre la toute première tenante du titre, Saori Hano. Malheureusement, elle ne pourra pas profiter longtemps de ce titre, puisque le 29 août 2019, lors d'un tag team l'opposant à Yumiko Ota et Himeka Arita, la deuxième lui brisa accidentellement la mâchoire. On n'était pourtant pas le 4 janvier. Il convient cependant de saluer le professionnalisme de Reika, qui poursuivra le match jusqu'au bout, et ce n'est qu'à la fin que les autres combattantes réaliseront ce qui lui était arrivé. On peut pourtant pas dire que c'était discret comme bobo. Mais bien entendu, je ne peux pas en être sûr sans faire une radio, mais les petits os, les bouts d'os saillants sous la peau, c'est pas bon signe, et N'empêche, vous imaginez si Himeka s'en était rendu compte en cours de match et était sorti de son personnage. Oh mon dieu, je suis désolé, pardon, je voulais pas. Je t'offrirai un énorme cheesecake pour me faire pardonner. Ah merde, on est en direct. Évidemment, avec une fracture de la mâchoire, un combat prévu 3 jours plus tard et qui aurait dû l'opposer à Aja Kong fut annulé, et elle sera obligée de mettre sa carrière entre parenthèses durant sa convalescence, et même au-delà, puisque la seule fois qu'on l'a revue sur un ring, c'était pour annoncer la cessation d'activité de Wrestle One, la formation de catch dont elle faisait partie, et dès qu'ils ont dû être bien embêtés, c'était les bookers, puisqu'ils avaient mis en place une inimitié entre elle et Himeka qui convoitait le titre, mais ils avaient aussi commencé à développer une relation entre elle et la vétérane Yumiko Ota, qui avait été son équipière lors d'un match en tag team l'opposant au duo Flourish, formé par Asuka et Hana Kimura. Leur nom vient du fait que le Hana d'Hana Kimura et le K d'Asuka veut dire fleur. Le duo formé par Reika et Yumiko avait remporté le match, et Reika en avait profité pour demander à son équipière de l'affronter ensuite dans un match solo. Et oui, Reika Saiki a affronté Yumiko Ota, ce qui lui fait un point commun avec Kotomi Onodera. Malheureusement, comme elle n'avait pas les autres Dream Nines pour l'aider, elle a perdu le match. Et donc, lors du match où elle fut blessée, Yumiko Ota était une de ses deux adversaires, mais un peu agacée par l'attitude en fin de match de son équipière, elle se rangea du côté de Reika. On le sent, les bookers avaient tout un tas de scénarios d'avance impliquant Reika, Yumiko et Himeka, plus 2 autres catcheuses qui s'en étaient mêlées, mais comme une des 4 s'est retrouvée en arrêt maladie pour une période indéterminée, tous des scénarios qu'ils avaient écrits d'avance... J'efface tout ça et je recommence. Ceci dit, même si elle n'est pas remontée sur le ring depuis, Reika Saiki n'est pas restée inactive. Déjà avant son accident, en plus de sa carrière de catcheuse, elle avait aussi une carrière de chanteuse, notamment au sein du duo Deadlift Lolita qu'elle formait avec Lady Bird, de gravure idole, d'animatrice, et aussi d'actrice, puisqu'elle tenait un des rôles principaux dans la sitcom Yakiniku Pro Wrestling, dans laquelle apparaissait Lady Bird d'ailleurs, et où elle était absolument hilarante. Rien que pour elle, ça vaut le coup de regarder la série. Et après son accident, elle a continué une carrière de mannequin, notamment pour Bodymaker. D'ailleurs, sa carrière de mannequin avait commencé très tôt, comme le prouve sa toute première couverture de magazine. Mais aussi de coach sportif, joue les guests dans Kamen Rider Saber où elle joue la fée Clochette, et s'est aussi mis à l'haltérophilie, tout en se musclant le cerveau boulier compteur. Si ça continue, le seul moyen de faire tenir son CV sur une seule poste sera de lister les trucs qu'elle ne sait pas faire, et les Reika Saki Fact remplaceront les Chuck Norris Fact au Japon. Ce film va donc l'opposer à Kuchisake Onna, et comme elle n'a pas de jambes, elle ne pourra pas utiliser son Shining Wizard, ni son Missile Kick, ni son fameux enchaînement. Elle part donc avec un sérieux handicap, voyons donc comment elle va s'en sortir. Ikuzo! Ah! Ça démarre bien, il y a une demi-heure de bande-annonce qu'on peut pas zapper avant d'accéder au menu. Ce DVD a dû être fait par un nostalgique de la VHS. Tic-tac, 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 tic-tac. Le film débute alors que l'héroïne, Yurika, rentre chez elle le soir, entend des bruits de pas, tente de les distancer, mais sa poursuivante, Kuchisake Onna, se téléporte devant elle et... Sérieux? Le coup du « ce n'était qu'un rêve » dès la scène d'intro? Le lendemain, alors qu'elle sort de chez elle, elle recroise Kuchisake Onna, qui lui fait le coup de Michael Myers.
Puis elle part à la recherche de sa sœur Sarah qui a disparu, en lançant un appel à témoins sur les réseaux sociaux, et en montrant sa photo à tous ceux qu'elle croise en mode... Hello, have you seen this man? Elle rentre ensuite chez elle, où l'attend... C'est une hallucination. C'est une hallucination. C'est une hallucination! Ça alors! Son appel à témoins lui vaut d'être contacté par Toru Sakuma, un homme qui n'a jamais vu un peigne de sa vie, et qui l'emmène discuter dans un café en français dans le texte, où la barmaid casse une tasse, provoquant une crise de flashback où Yurika revit la fois où sa mère s'était fâchée parce qu'elle ou sa sœur avait cassé une tasse. À peine disproportionnées les punitions de la mère, hein. Qu'est-ce que ça aurait été si une de ses filles avait mis ses doigts dans son nez? La discussion lui apprend que sa sœur avait envoyé un tweet avec le hashtag « envie de suicide ». Elle part donc à la recherche de personnes qui auraient envoyé le même hashtag et est contactée par une femme dont la sœur avait justement envoyé ce genre de tweet avant d'être attaquée par Kuchisake Onna qui l'avait laissée en vie, lui permettant de faire son portrait robot avant de la réattaquer pour la tuer. Ah bah faut bien que les monstres assurent leur publicité, hein. Plus tard, elle croise deux lycéennes, dont une reçoit un curieux message sur son portable lui demandant si elle a des jambes. Oui, pourquoi? Puis un appel masqué avant d'être attaquée par... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un deuxième monstre dans ce film. Il était temps qu'elle arrive d'ailleurs, parce qu'on en est quand même à plus du tiers du film, là. Ouais, bah faut bien le temps d'arriver sans jambes, connard! Yurika interroge ensuite une autre femme qui a survécu à une rencontre avec Kuchisake Onna, mais qui juste après son départ se fait égorger par celle-ci avec ses ciseaux. Oh oh oh, avec ses ciseaux. Toru contacte ensuite Yurika pour lui dire que la barmaid a été tuée par Kashima-san, et après avoir interrogé un autre témoin des méfaits de Kuchisake Onna, et c'est là que je réalise que le gros du film, c'est les héros qui interrogent des gens. Ils commencent à enquêter sur Kashima, ce qui les conduit à un type... la priant de lui pardonner, puis recevant un appel masqué, avant de tenter de se suicider, puis s'enfuit en entendant le bruit caractéristique des déplacements de Kashima, mais pas assez vite. Ah bah, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Teke Teke, c'est pas facile de distancer quelqu'un qui court ventre à terre. En rentrant, Yukari et Toru découvrent un avis de recherche sur une personne disparue, et donc devinez ce qu'ils font. A. Ils interrogent sa copine. B. Ils interrogent sa copine. C. Bah évidemment qu'ils interrogent sa copine. Le soir venu, Yurika reçoit un mail de Kashima qui lui fait un jumpscare. C'est une manie chez elle, les jumpscares à la fenêtre. Elle avait déjà fait le coup dans Teke Teke. Yurika panique et... Quoi? Yurika... T'es conne ou quoi? T'es à l'intérieur, elle est dehors. Donc va t'enfermer dans une chambre, appelle les flics. Mais pourquoi tu sors pour courir dehors alors que le monstre est justement dehors, bordel de merde? Putain, pour une fois qu'il y en a une qui va pas se réfugier sur le toit, c'est pour faire un truc encore plus con. Elle croise Toru qui la ramène chez elle et passe la nuit à monter la garde, puis ils essayent de voir ce qui se passe s'ils envoient le tweet qui attire Kuchisake Onna près du monument dédié à Kashima. C'est alors que Yurika aperçoit Kashima, mais est la seule à la voir. Mais ils vont nous faire tous les clichés des films d'horreur, ma parole. Yurika s'enfuit et se retrouve face à Kuchisake Onna qui lui provoque une crise de flashback où elle se souvient que quand sa cinglée de mère avait demandé laquelle des deux filles avait cassé la tasse, elle avait dénoncé sa sœur que leur mère avait défiguré avec ses ciseaux. Oh oh oh, avec ses ciseaux. Bon, là ce n'est pas franchement gore, je veux dire on voit pas les ciseaux couper la chair, on voit juste des effusions de sang. Mais je préfère quand même pas vous la montrer pour épargner les âmes sensibles qui ont déjà été très éprouvées par ce lapsus lamentable. Elle voit alors sa sœur à côté de Kuchisake Onna. Pourquoi elle est toujours gamine? C'est son fantôme? Ce serait pas plus logique que la sœur ait grandi pour devenir Kuchisake Onna? C'est alors que débarque Kashima, et on va enfin avoir le combat promis par le titre du film. Combat qui prend fin au bout de quelques secondes, quand Kuchisake Onna crève l'œil valide de Kashima.
d'où on peut déduire qu'on était le 4 janvier. Ne retrouvant pas Yurika, Toru rentre chez elle grâce à sa clé cachée sous l'extincteur. Ok, je sais que c'est un truc qu'on voit souvent dans les films, le double de la clé qui est planqué sous un pot de fleurs, sous le paillasson, sous la boîte aux lettres, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça en vrai ? Je veux dire, c'est pas comme dire au cambrioleur « Allez, venez me cambrioler, ça me fait plaisir !» Et puisqu'on sait maintenant que sa sœur adulte et sa disparition récente c'était dans sa tête, forcément on va découvrir que la photo qu'il est montrée ensemble, surprise, en réalité dessus elle était toute seule. Elle était avec Toru. Ça veut dire qu'ils se connaissaient déjà mais qu'ils s'en souvenaient pas. Ok, soit Yurika est folle, soit Toru est fou, soit le scénariste est fou, mais c'est un des trois. Il se souvient alors que Yurika se sentait tellement coupable de ce qui est arrivé à sa sœur qu'elle souffrait d'hallucinations où elle voyait Kuchisake Onna ou Sarah lui apparaître et lui reprocher d'être devenue belle et heureuse. Puis il a lui-même eu une visite de Kuchisake Onna senior et junior. Ce qu'il a décidé à mettre fin aux souffrances psychologiques de Yurika devenue suicidaire en la poussant sous un train, la transformant donc en Kashima. Il voit alors débarquer Kashima, mais avec la tête de Yurika... attendez, ça veut dire que Kushima version Raikasaki, c'était une autre Kashima? Parce qu'il y en aurait plusieurs en fait. Ou alors c'était Yurika qui voyait Kashima avec la tête de Reika... mais parce qu'elle savait pas que c'était elle, Kashima, donc c'était juste une hallucination. Mais alors pourquoi, quand Kashima attaque d'autres personnages, elle a la tête de Reika? Et Toru se transforme en Kuchisake Onna? There's a perfectly logical explanation for this. And I wish I knew what it was. Bon. C'est pas grave, au moins, maintenant, ça y est, on y est. On va enfin avoir le duel entre Kuchisake Onna et Kashima-san que nous promet le titre du film. Y'a quelqu'un? Putain, je le crois pas. Ils nous font le coup d'Aquarian Edge. Korede Oharida. C'était donc quoi au juste? Ce film se termine par un mindfuck de compétition qui rend l'histoire de plus en plus incompréhensible à mesure qu'on essaie de la comprendre. Après ça, on se sent capable de comprendre du premier coup un film de David Lynch monté dans le désordre. Et puis pour un film intitulé Kuchisake Onna versus Kashima-san 2, on la voit pas beaucoup, Kashima. C'est Kuchisake Onna featuring un caméo de Kashima-san en fait, que ça aurait dû s'appeler. Oh là, si ça se trouve, c'est ça en fait. Le scénariste devait faire une histoire uniquement centrée sur Kuchisake Onna, et au dernier moment, il y a un producteur qui entre dans son bureau et qui lui a dit « Dis, tu peux nous rajouter Kashima-san dans le scénario, et grouille, on commence le tournage dans 2 heures. » Le pire, c'est que si le film avait été uniquement centré sur Kuchisake Onna, il y avait moyen de faire une bonne histoire. Il aurait suffi de révéler à la fin que l'héroïne se sentait tellement coupable de ce qui était arrivé à sa sœur qu'elle avait développé une double personnalité et que c'était elle qui commettait les meurtres de Kuchisake Onna. Ça aurait été un bon twist. Pas original, mais toujours mieux que... un twist qui veut rien dire du tout. Et ça aurait permis de surprendre le spectateur qui se serait attendu un film de monstre pour se retrouver devant un thriller psychologique. Et si vous teniez absolument à mettre Kashima-san dedans, là aussi il y avait moyen de faire un bon truc. Vous gardez l'idée de la sœur défigurée par la mère, et vous la faites devenir Kuchisake Onna en grandissant, et vous gardez l'idée de la grande sœur qui se sentait tellement coupable qu'elle était devenue suicidaire et que son petit ami l'avait poussée sous un train, ce qui la transforme en Kashima-san. À partir de cette idée de départ, vous faites une sorte de 2 films en un, où on aurait suivi en parallèle 2 groupes de personnes qui enquêtent chacun sur les méfaits de l'un des 2 monstres, reconstituant au fur et à mesure leurs origines, et les 2 intrigues se seraient rejointes dans le dernier acte, où les 2 sœurs se seraient retrouvées face à face et auraient réglé leur compte. Ça aurait eu d'autant plus de sens que dans certaines versions, Kuchisake Onna et Kashima-san sont sœurs. C'est dingue, ils avaient les moyens de faire 2 bons films, et ils en ont fait un mauvais à la place. Et pour ne rien arranger, le scénario enchaîne tellement de clichés du film d'horreur qu'il en devient complètement téléphoné. Ah, excusez-moi. Allô? Oui, ici le scénario de Kuchisake Onna versus Kashima-san 2.
Même ça, c'était téléphoné. Évidemment que l'héroïne qui se fait tuer au début, c'était qu'un rêve. Évidemment qu'elle va disparaître dès qu'elle va regarder. Évidemment que c'est une hallucination. Évidemment qu'elle va apparaître dans le rétro. Évidemment qu'elle est la seule à la voir. Évidemment. Et quand il se décide enfin à surprendre le spectateur, c'est en faisant n'importe quoi. Le coup de certaines scènes qui se passent en réalité dans l'imagination d'un des personnages, ça peut être un excellent twist quand c'est bien géré. Mais c'est complètement con quand vous faites ça avec 2 personnages à la fois. Puis bon, vous l'aurez deviné, pour moi, ce film est doublement frustrant. On nous promet un combat entre Kuchisake Onna et Kashima-san, au final elles s'affrontent 2 fois, le premier combat dure quelques secondes et était déjà dans la bande-annonce, et le deuxième est ellipsé. Quant à Reika Saki, on la voit à peine. En d'autres termes... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce-vériser, à vous abonner et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en regardant des vidéos grâce à leur fonction Clippy. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona où je parle de la première série de Kamen Rider et de ces motards masqués cybernétiques luttant contre l'organisation criminelle qui leur a donné leur pouvoir. J'allais. Ouais, ça fait plus The Crow que Kuchisake Onna, mais j'ai pas le budget de Rick Baker, moi.